Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être présente en ce dernier midi littéraire de la série 2025 qui avait pour thématique Ode à la terre et aux vivants, organisée en collaboration avec le Festival international de littérature et l'Espace de la diversité, organisme avec lequel j'ai le plaisir de collaborer depuis quelques années. Moi, je suis à l'animation. Je me présente rapidement. Je m'appelle Irnaï Him. Je suis professeure de littérature au collégial, mais aussi une grande amatrice de littérature, vous vous en doutez. Je vais avoir le plaisir d'animer la discussion avec Marie-Ève. Aujourd'hui, Marie-Ève Sévigny et Jonathan Durand-Folco qui est en Zoom ici, mais nous, on voit devant. Alors, je vais regarder partout et nulle part en même temps. Mais aujourd'hui, on va s'entretenir sous la thématique de prendre soin de la terre, en fait, comment on peut finalement porter attention à la fois aux vivants, aux non-vivants, au territoire, à la ville, peu importe, à tout ce qui nous entoure et quels sont potentiellement les obstacles qui peuvent nuire à ce soin. Voilà. Malheureusement, Jean Désy, pour des raisons hors de contrôle personnel, ne pourra pas être présent aujourd'hui, mais il sera présent par sa poésie que je lirai de temps en temps pour faire écho notamment aux propositions de Jonathan et de Marie-Ève. Bienvenue, bienvenue. Et il y aura une période de questions aussi à la fin, mais si jamais vous avez une question que vous souhaitez poser tout de suite, n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole à cet effet. Merci encore. Peut-être que je commencerai avec Jonathan. Jonathan, si tu veux peut-être commencer, j'aime beaucoup demander aux gens de se présenter eux-mêmes, notamment par une lecture d'un texte ou d'un extrait qui leur est cher. Je te laisse la parole, Jonathan, peut-être. Super, parfait. Est-ce que le son est bon de votre côté? Parfait. Donc, je me présente, Jonathan Durand-Folco. Je suis professeur à l'Université Saint-Paul, basée à Ottawa. J'habite à Gatineau. Je suis originaire de la région de Montréal. J'écris plusieurs livres, donc je suis auteur, essayiste. Mes essais, je pourrais dire, c'est pas des essais littéraires avant tout. J'aimerais beaucoup écrire des romans avec un style plus littéraire. C'est davantage des essais philosophiques, politiques, argumentatifs. Donc, j'essaie de prendre position par rapport à divers enjeux qui touchent la société actuelle, la question démocratique, la question écologique notamment, la crise de la démocratie, la montée des courants autoritaires également et tout ce qui touche la question technologique, l'intelligence artificielle, qui reconfigure un peu nos relations au monde et qui affecte le travail, l'environnement aussi, qui affecte toutes les sphères de nos vies. Donc, j'ai plusieurs champs d'intérêt. Les gens qui me suivent savent que je m'intéresse un peu à tout. J'ai un côté, je dirais, philosophe générique. Donc, quand je creuse un sujet, j'y vais à fond pendant 2, 3 ans. Et ensuite, je ne peux pas faire une chose de ma vie. J'essaie vraiment de multiplier les angles pour essayer d'avoir une vision plus large et multidimensionnelle du monde dans lequel on vit. Donc, c'est pour me présenter un peu qui je suis. Je ne sais pas si je lis peut-être un tout petit extrait de mon livre, je peux attendre un peu plus tard. Mais je suis je suis honoré d'être ici aujourd'hui avec vous, notamment parce que le thème de prendre soin de la Terre, c'est quelque chose qui est essentiel à notre époque. D'autant plus que la question écologique s'est imposée dans les consciences, dans l'espace public médiatique. Tout le monde sait que la crise climatique, la sixième extinction de masse sont en cours, mais on vit une période dramatique où on commençait à faire différents efforts dans la bonne direction. Ça n'allait pas assez loin, mais là, on est en train de reculer à grande vitesse, comme vous le savez. Donc, de tout déconstruire, démanteler ce qu'on était en train de faire dans les 10, 15 dernières années. Donc, c'est pourquoi je pense qu'on a besoin de ces réflexions littéraires, philosophiques, poétiques pour voir qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on peut agir dans le monde. Et je suis heureux d'être ici invité avec vous aujourd'hui. Mhm. Est-ce que voudrais-tu... Ben, peut-être que je demanderai à Marie-Ève de se présenter aussi. Ensuite, je vous inviterai à lire un extrait choisi. Et Marie-Ève, en fait, même chose, te présenter peut-être à notre public qui va aussi nous écouter en captation, d'ailleurs en rediffusion par la suite. On va exister sur Internet de manière incontrôlée. Et pourquoi avoir répondu oui à cette invitation, en fait, de venir parler de cette terre dont il faut prendre mieux soin, peut-être? Oui, bien, en ce qui me concerne, c'était une responsabilité que j'avais. Alors, ça ne se refuse pas, ce type d'invitation-là. Déjà en littérature, quand on nous donne la voix, quand on nous donne, comment dire, une vitrine, on est heureux d'y être. Et puis, en même temps, c'est
c'est un devoir, je dirais. C'est une responsabilité d'être au monde par les livres et par les rencontres. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, très émue. C'est la première fois que je venais à l'espace Henri Tranquille et puis de penser qu'on se trouve à discuter dans l'ancienne librairie, bien, dans le lieu de l'ancienne librairie d'Henri Tranquille, là où est-ce que vraiment la modernité du Québec s'est mise en branle. Sous le manteau, si je puis dire, bien, c'est très émouvant. Alors moi, j'ai toujours de la difficulté à répondre à la question qui je suis, que ce soit personnellement ou professionnellement, parce que j'ai jamais le même chapeau. Alors, je suis romancière, je suis nouvelliste. Là, je vais sortir un livre sur Jacques Poulain. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport au territoire, le rapport de l'être humain au territoire. Et bien, l'expression elle-même peut avoir l'air d'être galvaudée par les temps qui courent. Hein. C'est souvent une thématique qui revient, le rapport au territoire et tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est notre façon d'habiter le territoire, c'est-à-dire que et c'est jamais quelque chose de fixe. En tout cas, moi, je ne le perçois pas comme ça et c'est quelque chose qui est toujours à réinventer. Et ben, c'est ça qui m'intéresse dans ma démarche. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la promenade littéraire, ça m'intéressait. Là, en mars, donc, mon livre va paraître, Le Vieux-Québec, qui est une histoire d'amour à partir de l'œuvre de Jacques Poulain. Et, ben, bref, pourquoi prendre soin de la... En fait, ce qui résonne en moi avec l'idée de prendre soin de la terre, c'est combien on est amené à réfléchir à quelque chose qui va nous dépasser parce que on a une immense responsabilité. Je ne suis pas certaine... je pense qu'on est beaucoup dans le déni en ce moment et que la littérature sert principalement à, mon Dieu, ouvrir les yeux à Édipe, je dirais. Alors, voilà. Merci. En fait, beaucoup de thématiques sur lesquelles je vais revenir éventuellement. J'ai formulé beaucoup de questions que je n'aurai pas le temps de tout poser, mais je vais vous inviter peut-être à lire votre extrait. Je ne sais pas si, Jonathan, tu voulais commencer. En fait, j'aime bien l'idée de proposer un extrait aussi, parce que moi, on peut parler entre nous, mais aussi faire entendre les voix à la fois essayistiques, mais aussi poétiques, à la fois de la fiction, mais du réel, que je trouve intéressant ce dialogue. Alors, Jonathan, si tu veux peut-être... Super, oui. Donc, de mon côté, en fait, dans mon livre À nous la ville, j'essaie d'aborder la question de l'identité territoriale, la question, en fait, de l'importance de relocaliser nos réflexions, nos différentes interventions, non pas sur la question étatique nationale. Donc, ça a c'est essentiel, évidemment, d'agir à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, mais on a eu, je pense, dans les mouvements écologistes, progressistes, initiatives citoyennes, un certain oubli de l'importance de revaloriser cet ancrage dans les milieux. Donc, je vais juste lire un bref extrait de mon livre À nous la ville, à la page 73. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 2017. Donc, au-delà du travail, le milieu de vie. Tout d'abord, il faut comprendre que le municipalisme implique un déplacement du foyer d'analyse des luttes, lesquelles ont d'abord été pensées à travers le prisme de la lutte des classes par la vieille gauche et le marxisme traditionnel. Ainsi, le modèle du socialisme prolétarien est essentiellement basé sur l'antagonisme entre le capital d'un côté et le travail de l'autre, ou ce que Marx appelle plus précisément la contradiction entre les rapports de production et les forces de production. Donc, ce que je dis par la suite, c'est qu'il faut réinvestir davantage le milieu municipal, notamment la question territoriale, en mettant de l'avant la question du milieu de vie. Donc, je vais lire un autre extrait de mon livre ici, que je vais retrouver la page précisément. Ici, je dis, paradoxalement, il semble que l'utopie soit déjà parmi nous. Nous ne parlons pas ici d'un monde idéal, d'une société débarrassée de toute contradiction ou de groupes d'individus vivant en communion absolue. Il s'agit plutôt d'utopies concrètes ou réelles que le sociologue Eric Olin Wright décrit comme des alternatives sociales, politiques et économiques qui existent bel et bien dans le monde actuel. Celle-ci s'inscrit dans une logique de transformation sociale par les interstices, c'est-à-dire par des milieux et des zones d'expérimentation de nouvelles formes de vie qui réinventent des façons de produire, de consommer, de partager, tout en incarnant des principes égalitaires et démocratiques. Donc, c'est un peu l'idée, je pense, qui est centrale à mes différents ouvrages.
être capable de comprendre comment fonctionne le monde, mais comment découvrir des utopies réelles, des utopies concrètes, qui sont des lieux, des espaces où on peut réinventer la société, non pas dans notre imagination, mais vraiment dans un monde commun partagé. C'est souvent dans les territoires, les milieux, les communautés qu'on peut retrouver ce genre de lieux. Donc, je vais conclure ici. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Jonathan, parce que tu parles de la question de l'utopie. C'est un mot qu'on entend, qui commence à émerger, je trouve, peu importe le genre littéraire, là. Et on a tort de penser, d'associer depuis quelques années ça à quelque chose qui est irréaliste. En fait, la question de l'utopie, c'est simplement proposer une autre façon, un autre modèle que les modèles déjà existants. Puis par rapport à la ville, c'est drôle parce que hier, j'étais prise dans un bouchon à Montréal, chose qui n'arrive jamais. Et il y avait à l'émission d'Annie Durocher en après-midi, il y avait le maire de Saint-Colomban qui était là et puis à qui on demandait est-ce que vous trouvez que il y a des villes qui sont trop petites, qui devraient être fusionnées et tout ça. Et ça s'est discuté et c'était vraiment passionnant. Mais une des choses qu'il a dites, c'était, moi, je commence à me poser la question, en fait, par rapport aux grandes villes. Est-ce que c'est réaliste de penser à une grande ville qui est tellement grande qu'elle n'en est plus fonctionnelle ou que l'idée de quartier est difficile à vivre et puis tout ça. Et c'est quelque chose, une ville qui est extrêmement organique et on a tendance dans notre société, je trouve, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais on a tendance dans notre société à mettre la banlieue contre la ville. Bon, on est dans une perception binaire ces temps-ci du monde, là. Mais, tu sais, dans le fond, la construction de ce vivre-ensemble-là, de la vie de quartier, d'une façon d'habiter, comment être ensemble, qu'est-ce qu'on veut dans notre espace et tout ça, je pense que c'est fondamental. Puis la notion de travail que tu as amenée, ça fait partie de ça aussi, là. C'est-à-dire qu'à travers le temps, c'est beaucoup posé la question de c'est-tu normal de se crever pour que le 1 ne sache plus quoi faire de son argent puis en soit blasé épouvantablement, tu sais. Alors, moi, c'était un peu à ça que j'avais réagi avec Santerre. Quand j'avais écrit, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contente qu'on m'ait invitée, parce que c'est quand même un livre qui date de 2016, alors je suis heureuse qu'il soit toujours pertinent, puis, en tout cas, qu'on le trouve toujours pertinent. Puis, ça me scandalise absolument la question des travailleurs étrangers, tu sais. C'était le cas déjà dans le temps, mais ça me scandalise encore aujourd'hui parce que c'est nos esclaves modernes. Puis notre panier de fraises, pour qu'il coûte moins cher, je veux dire, c'est à quel prix de vie humaine, tu sais. Et j'avais fait une recherche à l'époque, puis je veux dire, c'était des personnes qui étaient... c'était le gouvernement du Canada qui avait fait l'étude et puis qui avait fait en sorte qui avait vu que les jeunes arrivaient à 22 ans avec des corps de 22 ans, puis après une année, ils sortaient avec des corps de 60 ans. Avec les problèmes lombaires et puis tout ça, là, tu sais. Alors, c'est à quel prix notre panier de fraises? Et c'est un peu pour ça que j'avais écrit ça. Et puis, j'avais mis à peu près toutes mes colères du jour qu'il y avait là-dedans. Et ce néolibéralisme-là et cette exploitation du plus faible avait rencontré une espèce de masculinité toxique qui était représentée par le foreman du chant. Et puis, c'est un peu ça que je vais vous lire. Alors, on est à Saint-François de l'île d'Orléans et les cueilleurs sont en train, des Guatémaltèques et des Mexicains sont en train de cueillir. Et Eduardo, c'est un de ces travailleurs étrangers. Más rapido, plus rapidement. Au volant du camion, Eduardo fait mine de ne pas avoir entendu. Ayant déjà augmenté une fois le rythme du convoyeur, il n'a pas le cœur de torturer davantage ses camarades. Mais Stéphane Labrie grimpe sur le marchepied, ouvre la porte du camion. « Ah ouais, il débarque !» prend sa place et accélère la cadence. « Trop cave pour apprécier ses privilèges », crache le régisseur. « Eh bien, va-t'en cueillir avec les autres. » Résigné, Eduardo obéit, sort sa paire de gants de sa poche et prend un couteau avant de s'accroupir dans un rang de brocolis, faisant craquer ses genoux. À 24 ans, Labrie pourrait être son fils, et si c'était le cas, il y a longtemps qu'Eduardo l'aurait foutu à la porte. Si personne ne naît avec la haine au cœur, il voudrait bien savoir quel chaman a pu en injecter une telle dose dans ses petits yeux jaunes, trop rapprochés pour être intelligents. Ce gars est un vrai Alux, un nain de l'âme, porteur de malchance. Non, c'est plus simple que ça, décide-t-il, songeant à la Mustang blanche que Labrie soigne mieux que sa propre bite, ce crétin aux muscles fabriqués au gym qui se rase le crâne en traçant sur ses temples les mêmes flammes que sur les ailes de sa bagnole, est un gringo qui joue à l'homme qu'il ne sera jamais.
Il s'amuse avec les travailleurs qu'il méprise, les animaux qu'il bat, tout être plus faible que lui, devant qui il se sent le sexe moins mou. Pedazo de mierda, grommelle Eduardo, en entendant le tapis roulant accélérer de nouveau. Chiure de mouche petite et puante, qui se comporte en grand seigneur depuis que son père a loué les terres à Marie-Louise, comme s'il possédait tout le canton et la main-d'œuvre en prime. Voilà. Merci pour ces lectures. En fait, ben là, ça m'amène à vous poser peut-être une des premières questions à laquelle j'ai pensé quand j'ai eu vent de cette thématique-là. Qu'est-ce que permet la littérature? Et ça, c'est toujours la grande question. Qu'est-ce que permet la littérature dans un contexte où on a l'impression que le monde va imploser, que tout est sur le bord d'exploser un peu? Mais qu'est-ce que ça permet? Comment prendre soin l'un de l'autre, mais aussi de nos environnements? C'est intéressant parce que vous avez abordé la notion du territoire, mais le territoire est aussi urbain. Puis parfois, on l'oublie, ce territoire urbain qu'on habite au quotidien. On a tendance à vouloir aller chercher un territoire qui se veut plus extérieur, plus associé à la nature dite sauvage. Mais il y a ces territoires-là très urbains qu'on oublie parfois de soigner. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette première question, mais pour vous, qu'est-ce que peut cette littérature-là dans un contexte de soins? Oui, je pense que je commencerai avec ça. Peut-être je peux me lancer. Je pense que notre monde, on vit en fait un phénomène de surcharge informationnel. On a trop d'images, trop de vidéos, trop d'informations, une forme de saturation de nos esprits. Avec tout ce qui est bombardé de ce qui va mal dans le monde notamment. Donc, c'est un peu trivial ce que je suis en train de dire, mais vraiment, je pense qu'on a vraiment absolument besoin de créer une distance par rapport à cette actualité, sans dire qu'il faut se déconnecter, arrêter de s'informer, puis savoir ce qui se passe dans le monde, aller habiter dans le bois tout seul. Il faut vraiment... mais il faut être capable de prendre un pas de recul, puis retrouver, on pourrait dire, des ressources symboliques, des récits, des imaginaires, des formes de sensibilité, en fait, que ce soit à travers des films, mais des films anciens, actuels, documentaires, que ce soit à travers des romans, à travers la poésie, la philosophie des anciens, de retourner à l'époque médiévale, d'aller voir d'autres formes d'imaginaire pour voir que le monde a été, à travers son histoire, extrêmement différent. Il y a des périodes qui ont été très difficiles, d'autres très belles. Et pour qu'on puisse, en quelque sorte, être capable d'ouvrir nos différents horizons, parce que ce qui nous frappe actuellement, c'est pas tant qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir ce qui va mal dans le monde, c'est qu'on ne croit plus qu'on est capable de faire une différence ou être capable de changer le cours des choses. Puis je pense que la littérature, notamment, mais pas uniquement, est capable vraiment de dire, OK, les choses peuvent être différentes, pourraient être... ça peut être tant dans la fiction, dans l'anticipation de ce qui arrive, dans la dystopie, mais dans l'utopie aussi, peut être capable de voir, de faire bifurquer les choses. Donc, je pense que c'est cette forme-là de sensibilité qu'on peut retrouver dans plein d'œuvres, en fait, que ce soit du Québec, d'auteurs, autrices latino-américains, européens, puis dans les philosophies africaines aussi que je commence à découvrir depuis assez récemment. C'est vraiment un vivier qui nous permet de nous régénérer de l'intérieur, c'est ce que je pourrais dire. Donc, pour moi, je vois ça comme une source de régénérescence spirituelle, symbolique. Et si on nous manque ça, je pense que c'est les récits de droite, d'extrême droite, de xénophobie, de repli sur soi, de durcissement des frontières qui vont continuer de s'imposer dans nos imaginaires. Donc, c'est un peu la réponse large que je voudrais amener ici. Oui, puis je suis pas mal d'accord avec toi parce que, tu sais, quand on parle de territoire, c'est pas seulement le territoire physique, il y a le territoire du discours. Les recherches, de toute façon, tu sais, mettons, moi, quand j'ai travaillé sur la représentation de la ville à l'université, les études urbaines travaillent sur l'imaginaire, la ville imaginaire qui construit la ville physique aussi. Là. Je ne rentrerai pas dans la théorie, mais chose certaine, le discours est un territoire, puis ça, à quoi on assiste, tu sais, c'est que le discours social, en ce moment, est rempli du discours journalistique, du discours politique, du discours littéraire, des réseaux sociaux, etc. Et c'est une espèce de cacophonie, comme tu l'as bien dit, Jonathan, puis je pense que c'est à ce moment-là que le citoyen et la citoyenne sont amenés à choisir à quel discours ils veulent habiter, en fait. Moi, je l'ai fait récemment, j'ai quitté les réseaux sociaux, je respecte les gens qui y restent, là, ça va, mais moi, pour des questions de santé mentale, il a fallu que je quitte parce que c'était trop anxiogène pour moi. Et le fait de me tourner à ce moment-là vers le livre encore davantage me permettait d'accéder à une lenteur dans l'idée
dans la fabrication et la diffusion de l'idée que, oh, là, ça faisait du bien, là. Tu sais, là, tout d'un coup, c'était plus lié à mon rythme. Bon, ça, c'est mon expérience personnelle, puis comme je disais, je respecte les autres. Mais prendre soin de la terre, donc, par la littérature, bien, c'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'on on ajoute notre voix à la cacophonie, mais en spécifiant certaines problématiques. Je me souviens, en 2012, Élise Turcotte avait écrit une lettre je me souviens plus si c'était dans Le Devoir ou La Presse, où est-ce qu'elle avait dit à Jean Charest, « Arrêtez, vous allez me rendre folle. » Là, je paraphrase, là, je ne sais plus exactement les mots exacts, mais elle disait, « Arrêtez de nous mentir, arrêtez d'utiliser, mettons, des termes juste part ou des termes comme terroriste pour parler des étudiants et tout ça. Vous êtes en train de tronquer le discours et ça me rend folle. » Et il y a quelque chose de délirant là-dedans, comme une espèce de discordance. Et elle avait mis les mots, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on voit combien le travail de l'écrivain dans la cité et de l'écrivaine est important. C'est-à-dire de dire, ça, ce rapport au langage, ça ne marche pas. Quand la CAQ dit que l'immigrant est un problème, c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Et c'est pas parce qu'il invoque un sondage intérieur que c'est la réalité. Alors, c'est ça, l'écrivain et l'écrivaine, à un moment donné, par les livres, arrivent à discuter avec le lecteur et à créer un nouveau territoire qui est plus viable. Et que cette utopie-là avance, bien, on l'espère. Merci. C'est la question de l'utopie. Je vais y revenir parce qu'effectivement, dans Santerre, on le voit avec le personnage de Gabriel aussi, qui en soi incarne presque une utopie dans sa manière d'entrevoir les choses. Mais j'avais le goût peut-être, si vous me permettez évidemment, de lire un poème de Jean Désy qui fait beaucoup écho à ce que vous abordez. C'est la question de ce territoire à la fois aussi dans le discours, mais ce territoire intérieur aussi que finalement, des fois, on perd de vue. Alors, si vous me permettez, je lirai quelques vers de Jean Désy. Aimer la terre, publié à Mémoire d'Encrier. Si tu n'en peux plus des robots des magasins qui te demandent de repasser tes pommes sous le scanner, colle-toi à un bouleau blanc qui vit depuis 100 ans. Embrasse-le avec ton cœur, admire ses écorces de papier. Si tu n'en peux plus des cow-boys qui te dévisagent sur les autoroutes déliquescentes, cherche un petit bosquet d'ifs, assis-toi dans l'odeur de résineux, respire ta vie qui te répigne au cœur de la forêt vibrante. Si tu veux hurler à la mort quand personne ne répond plus dans ce qui s'appelait téléphone, marche pendant 3 bonnes heures sous une pluie froide d'octobre pour qu'une fois mouillé jusqu'aux os, tu remercies le ciel pour ses jambes qui te tiennent encore debout. La poésie de Jean Désy, je trouvais qu'elle était un bon liant, en fait, pour vos propositions, parce qu'il nous invite aussi à la notion du temps. Tu sais, vous avez mentionné ce temps qui, finalement, est complètement dans un contexte effréné du quotidien. C'est comme si on le perdait de vue. C'est comme si ce temps-là, on était complètement assujetti à une perte de contrôle, alors que Jean Désy nous amène peut-être à nous ancrer de nouveau dans ce temps qui, finalement, existe autrement. Donc voilà, j'avais le goût de lire ce petit poème. J'aime bien lire de la poésie. Sur ce que vous avez évoqué, en fait, c'est la question de l'utopie. J'aimerais peut-être y revenir dans le sens où vous avez, Marie-Ève, tu en as parlé, cette utopie, c'est pas quelque chose d'irréalisable, c'est quelque chose quand même qu'il faut concevoir comme étant un objectif. Et je pense, Jonathan, dans ta proposition aussi, pour tous, elle est aussi, certains pourraient dire qu'elle est utopique, cette idée de ramener, de repenser la ville, le municipal, ou de redonner un pouvoir aussi aux citoyens, aux citoyennes. Peut-être que je vous inviterais peut-être à aborder peut-être la question de l'utopie dans vos œuvres. Comment vous la concevez? Est-ce que vous l'opposez souvent opposé au réel, au concret? Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Je sais que tu l'as mentionné un petit peu, Marie-Ève, mais... Je vais te laisser commencer, Jonathan. Super, parfait. Donc, il y a beaucoup d'éléments que j'aimerais exprimer, mentionner, rebondir. De mon côté, par rapport au poème de Jean Désy, j'aimerais retrouver la source, pouvoir le relire encore. Je trouve que c'est très chouette, ces contrastes entre une forme de modernité avancée, technologique, automatisée, qui permet en principe de gagner du temps, mais il y a un rapport un peu aliéné au monde. Aujourd'hui même, je suis allé à l'épicerie, puis là, je scanne mes objets, puis là, il y a des codes et tout ça. Donc, au lieu d'aller à la caisse directement, rencontrer quelqu'un, parler aussi, on a comme un rapport où on n'a pas de contrôle sur notre vie et de nous reconnecter à des êtres vivants, des arbres notamment, des espaces, ça nous permet de nous faire sentir que des fois, il y a peut-être une forme de rééquilibrage à avoir entre
une société hyper technologiquement avancée, mais qui est déconnectée en quelque sorte du monde dans lequel on vit. Et en lien avec ça, notamment, j'arrive avec la question de l'utopie. Pour moi, l'utopie, c'est pas tant la quête ou la chasse d'un monde ailleurs qui n'existe pas, mais c'est de retrouver un monde qui existe déjà, qui existait dans notre enfance à la limite, mais qu'on retrouve ici dans le monde actuel. Donc, l'utopie est comme autour de nous, mais on ne la voit pas vraiment. Donc, c'est un peu cette dimension-là que j'aimerais amener, notamment à travers la pensée d'Alberto Magnaghi, que j'aime beaucoup, qui est un philosophe italien, urbaniste, aménagiste notamment. Lui, en fait, il décrit le processus de la modernité occidentale capitaliste comme étant un processus de déterritorialisation, c'est-à-dire on quitte le territoire par la technologie, la science, des savoirs abstraits qui nous permettent d'augmenter notre contrôle sur les ressources naturelles, sur les écosystèmes. Et avec ce progrès technologique qui a ses bons côtés, qui a son utilité, on vient à aménager les villes, les territoires, les villages comme des sortes de prothèses artificielles qu'on met sur un territoire, qu'on considère comme étant un espace uniforme, et on plaque des choses de l'extérieur. Mais ça, en fait, bizarrement, c'est une utopie de croire que le monde, on peut le créer comme une table un peu à dessin vue de haut. Et pour moi, l'utopie, aujourd'hui, c'est de retrouver en fait le territoire tel qu'on le vit directement, tel qu'on le sent par nos cinq sens, de retrouver en fait cet espace-là, cet émerveillement qu'on peut avoir face à des choses extrêmement simples qui sont très proches de nous. Comme pour finir avec une anecdote notamment, hier, je revenais avec ma fille de 2 ans, on revenait de la garderie ensemble, le ciel était vraiment beau. Puis là, ma fille, elle disait la lune, papa. Puis là, regardez la lune, elle dit, ah, elle est belle, la lune, elle est plus grosse qu'hier. Puis là, après ça, on rentre à la maison, on dit non, la lune, il faut la regarder, c'est important. Je pense que pour moi, la lune, c'est une utopie, en fait, mais une utopie dans le sens que c'est une façon de voir, de nous relier à son monde, au cosmos dans lequel on vit. Donc, ça peut être un arbre, ça peut être un espace, un territoire, un projet, un bâtiment ancien. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc, c'est une façon de voir le monde dans lequel on vit. Donc, je vais conclure avec ça. Oui, puis il y a quelque chose de vertigineux dans le fait de s'arrêter à la Lune et de prendre le temps de penser à ce que c'est réellement, tu sais, c'est-à-dire qu'on se voit tout d'un coup, là, tellement petit dans l'immensité de la Terre, mais avec ce satellite-là qui est autour, tu sais, c'est... la question de l'utopie est effectivement très subjective et puis on vit dans une utopie qui est l'utopie capitaliste. C'est un système qui a été amené et puis qui est rodé et qui a des façons de fonctionner particulières. Et c'est drôle parce que dans le livre auquel je suis en train de travailler, ça m'a amené à relire tout l'ensemble de l'œuvre de Jacques Poulain. Puis c'est drôle parce que Jacques Poulain il a écrit ça des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Puis il parle du grand rêve de la fraternité humaine, des petits commerces de quartier, des petites librairies, des gens qui prennent soin les uns des autres sans nécessairement se connaître et tout ça. Puis les critiques ont souvent associé le monde de Jacques Poulain à un monde utopique. C'est triste de penser à ça, tu sais, que prendre soin les uns des autres, c'est une utopie. Alors, tu sais, c'était vraiment... Et c'est drôle parce que quand on le relit, on se rend compte qu'on a envie de dire, c'est tellement plus ça qu'on vit aujourd'hui, mais ça existait. Parce que c'était le rêve des années 60, dont témoigne Jacques Poulain dans son œuvre. Ça existait, mais aujourd'hui, c'est utopique. Alors, faut être, je pense, comment dire... prudent avec l'usage de ce mot-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, plus ou moins consciemment, qui l'introjectent d'irréalisme. Et ça n'a rien à voir. Ce que j'ai trouvé intéressant, tu parlais des villes, Jonathan, mais tu sais, Détroit, c'est une histoire merveilleuse, là. Détroit, la ville qui est propulsée par le capitalisme, l'industrie automobile, et que là, finalement, la grande industrie se désintéresse de la ville s'écroule et finalement, il ne reste que les habitants les plus pauvres qui décident d'y faire un jardin. C'est magnifique comme image, là.
C'est une image de moi. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec une amie tout à l'heure en prenant un café, mais moi, ça me rassure beaucoup les images apocalyptiques des villes qu'on voit à la télé, mettons, où est-ce que la végétation a repris le dessus. Il me semble que je me sens tellement bien quand je vois ça. Je me dis, bon, ben si nous, on part, au moins, les arbres vont rester, pour moi. Alors, c'est pour ça que ça m'émeut beaucoup aussi, le poème que tu nous as lu, de Jean, parce que, effectivement, se recentrer dans quitter comment dire, la dématérialisation au profit d'une reterritorialisation, en fait. Est-ce que le soin passe par la lutte? J'ai le goût de vous poser cette question-là parce que je pense que dans vos travaux, dans Santerre, il y a une lutte constante, une lutte pour des meilleurs droits pour les travailleurs étrangers, une lutte pour une justice écologique par le personnage de Gabrielle, une lutte pour une reconnaissance aussi en tant que femme par, on dirait, le personnage de Marie-Louise. Jonathan, toi, tu parles beaucoup de cette idée de lutte sociale aussi. Donc, est-ce que le soin passe par la lutte? Oui, mais je pense que c'est une très bonne question. Moi, les deux vont ensemble, mais c'est deux choses très différentes qui sont sous tension. Par exemple, moi, personnellement, avant d'être professeur d'université, j'étais étudiant, mais je me suis impliqué dans des mouvements citoyens, sociaux, politiques. J'étais beaucoup dans la lutte. Moi, j'aime ça, la lutte, entre guillemets, mobilisation sociale, citoyenne. On conteste des pouvoirs, on amène d'autres discours, on peut agir, prendre la rue, amener à faire une différence dans le monde. Mais c'est quelque chose qui est exigeant, éreintant, essoufflant. Il y a beaucoup de gens, on parle du phénomène de l'épuisement professionnel, mais l'épuisement militant notamment, parce qu'il faut se donner corps et âme. C'est pas toujours évident et souvent les gens qui luttent constamment, qui en font presque un mode de vie, ne pensent qu'en termes de lutte, d'opposition, de contestation, de revendication. Et là, ça finit par effriter les liens entre amis, entre gens qu'on ne connaît pas vraiment aussi, un risque de repli sur soi en petits groupes aussi de personnes déjà convaincues. Et ça effrite les relations de care ou de soins qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et c'est pourquoi, un petit peu plus tard aussi, dans les dernières années, j'ai rencontré d'autres milieux militants qui mettaient beaucoup l'accent sur le soin, sur à la fois, on appelle en anglais le self-care, le fait de prendre soin de soi-même, les enjeux de santé mentale, d'anxiété, prendre soin des autres, des espaces qu'on veut mettre à l'abri et lutte, en fait, pour se retrouver, pour être capable de ventiler un peu sur ce qui se passe, mais pour après ça revenir un peu plus fort par la suite. Donc, des espaces de retraite, de silence, de calme, on pourrait dire, et essayer de retrouver ça. Donc ça, je pense que c'est un ingrédient indispensable des luttes. Si on n'est pas capable de prendre soin de nous, prendre soin des autres, prendre soin de la Terre, on veut juste être dans un combat perpétuel et on va perdre la capacité à recréer un lien qui passe par d'autres types d'interactions humaines. Mais par contre, je dirais que l'autre extrême, je l'ai vu un peu aussi dans certains milieux militants, on est beaucoup dans le self-care, dans le fait d'être dans des espaces sécuritaires et safe. Il faut prendre soin de soi avant tout. On met beaucoup de précautions sur ce qui se passe. Mais comme disait une grande militante philosophe états-unienne, Bell Hooks, a dit la lutte est un combat contre l'oppression, c'est rarement safe. Enfin, il faut affronter quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, ça doit passer aussi. Puis là, c'est voir pour pas que ce soit toujours les mêmes qui soient au front, entre guillemets, que ce soit toujours, on dit, mais les personnes noires peuvent se battre au front, elle est là, les personnes blanches, évidemment, on ne doit pas être devant des luttes, mais comment on peut jouer le rôle d'allié, d'appui, comment, dans certaines circonstances, c'est bon qu'on soit là pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui soient sur les lignes de front, mais comment prendre soin de nous. Donc, je pense que c'est une question hyper complexe, mais très riche, puis je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, puis je vois ça pas mal comme toi, Jonathan. La lutte, ben c'est sûr que là, moi, il y avait énormément de colère dans ce roman-là, mais je ne suis pas certaine que je sois encore là. Je suis dans la réflexion justement sur comment canaliser la colère pour en faire autre chose que de l'indignation brute et réussir à construire quelque chose. Là, je suis plutôt là-dedans. Puis la question du soin à ce moment-là, tu sais, le soin de soi-même, se lever, une hygiène personnelle, hygiène de vie, comme on dit, puis tout ça, mais aussi avec tout ce qui se passe dans le monde, à petite et à grande échelle, à un moment donné, c'est apparu pour moi vraiment un immense désespoir. Puis ce qui s'est mis à faire du sens, c'est simplement le fait de s'impliquer, mettons, ne serait-ce que minimalement en dissidence dans « je vais aller marcher pour la Palestine ce matin », c'est tout. C'est-à-dire que juste pour montrer
je suis là et si on a besoin de moi pour autre chose, je vais être là aussi, mais être vigilant sur la santé d'une société. Puis moi, ça m'interpelle beaucoup par les temps qui courent parce qu'il se passe, sur le plan du discours, je le disais tout à l'heure, mais il y a des enflures en ce moment qui sont, d'après moi, extrêmement dangereuses et qui ne ressemblent pas du tout au Québec en ce moment, de la part de nos dirigeants qui se comportent vraiment comme des délinquants et puis qu'on écoute malgré tout. Puis à ce moment-là, j'écrirais une lettre ouverte par semaine ces temps-ci, là. Puis je suis tellement contente quand il y en a d'autres qui le font. Tu sais, comme là, quand il est arrivé l'histoire de Kim Thuy, j'avais tellement de peine, là. Pendant 3 jours, j'étais à terre. Et finalement, quand j'ai vu les gens écrire, chacun, il y a des gens qui protestaient, chacun avec un petit mot court ou un petit peu plus long. Ah, OK, j'ai pas besoin d'envoyer ma lettre. Je vais envoyer pour autre chose. Tu sais, c'est d'être capable de se respecter, mais ne jamais quitter la cité. Et je pense que c'est là, quand je dis la cité, là, c'est le vivre ensemble. Je pense que c'est là, il faut se relayer et être vigilant avec une qualité de présence là-dessus, mais en même temps se respecter soi, mais parce que le chemin est long. Je suis en train de m'en rendre compte, là, et puis il faut garder ses énergies, mais toujours être vraiment, l'esprit à l'affût par rapport au discours en ce moment qui est de plus en plus subversif, je trouve. De plus en plus pervers, en fait. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Moi aussi, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. J'aimerais peut-être rebondir sur la question du politique, parce que d'une manière ou d'une autre, les deux, vous l'abordez aussi dans vos travaux. Il y a quelque chose à la fois de bien dans cette parole. Jonathan, tu le mentionnais avec le fait qu'on soit hyper connecté aussi, ça permet une prise de parole, mais des fois, cette prise de parole-là, on la connaît, elle déborde, elle devient à la limite presque haineuse et dangereuse. Mais en même temps, cette prise de parole-là permet aussi à une collectivité qui, peut-être autrement, n'aurait pas pu être connectée, si on veut, ou se faire lire ou se faire entendre. Est-ce que prendre la parole devient un acte de résistance pour vous? On l'a un peu mentionné avec l'idée de la lutte, mais qu'est-ce que ça représente, cette prise de parole? Est-ce que vous sentez une responsabilité à titre à la fois d'essayiste, de professeur, de chercheuse, d'autrice, aussi responsable de la promenade des écrivains à Québec? Fait que c'est aussi de mettre de l'avant un patrimoine littéraire. Tu sais, tous ces choix-là, est-ce que vous ressentez une responsabilité par rapport à ces actions-là? J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'on dirait que tout petit choix du quotidien aujourd'hui, on doit essayer d'anticiper toutes les conséquences qui vont venir dans les prochaines années. En tout cas, ça me fait ça. C'est très anxiogène. Oui. Oui. Jonathan? Je sais pas. OK, mon premier, parfait encore. Super. Donc, moi, je ressens une immense responsabilité. Je dirais qu'avec le temps aussi, j'ai développé une certaine aisance un peu plus grande à prendre position publiquement sur les sujets controversés, à argumenter avec des gens. Je suis plus confortable au niveau écrit parce que l'écrit, c'est comme une distance qu'on met par rapport à soi et aux autres. On peut se relire avant, formuler des phrases. Après ça, on les envoie quand on est prêt. Dans un dialogue concret, je trouve qu'il y a une prise de risque aussi, donc d'être face à face, à distance ou sur place directement, d'échanger avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, c'est essentiel. Euh, Au niveau vidéo notamment, donc je pense en fait, je réfléchis actuellement sur le fait que moi et d'autres personnes, on s'exprime beaucoup sous forme écrite, peut-être les profs d'université, mais pour aller rejoindre un public plus vaste, aller par la voix, l'audio, la vidéo. Moi, je suis moins à l'aise. Un petit trouble de bégaiement aussi, parfois que j'ai depuis que je suis jeune. Je suis rendu prof, je suis capable aussi de m'exprimer bien, mais ça me reste encore, puis ça me stresse un peu d'être en vidéo. Puis je pense qu'il faut multiplier les voix dans l'espace public. L'idée qui est amenée, l'idée de relais, je pense que c'est essentiel. C'est de pas toujours être les mêmes qui prennent position par rapport à tout. Et on doit être capable de se relayer pour pluraliser les voix, les angles. Puis, il y a des gens qui ont un discours tout dans la confrontation, la dénonciation. Je pense que ça joue un rôle dans l'écosystème des prises de position, mais on peut avoir une approche plus douce, modérée, stratégique, ou qui est plus dans un autre type de sensibilité aussi. Puis je pense qu'avec une forme arc-en-ciel de voix, avec peut-être certains objectifs communs, on dit on s'en va dans cette direction-là, mais après, les formes peuvent prendre au niveau littéraire, artistique, discursif, ça peut être vraiment multiple. Il faudrait qu'on crée cette interface-là de relais avec des gens qui partagent une possibilité commune pour
la question écologique, la démocratie, l'égalité, la dignité, sensibilité aux formes d'oppression qu'on peut vivre, parce que les courants que je qualifierais de droite, réactionnaire ou autre, se relaient aussi entre eux beaucoup. Ils s'invitent dans leur émission de podcast, l'un fait une tribune, l'autre les réinvite. Il y a toute une infrastructure qui crée de ce côté-là. Et je pense que les gens qui essaient de prendre position avec une sensibilité pour la justice, pour la démocratie, on est moins organisé. Donc, il faudrait se structurer davantage, pas pour dire, OK, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas être un chef, l'autre personne va exécuter, mais vraiment pour être capable d'avoir un réseau plus coordonné, on pourrait dire, de multitudes de voix dans l'espace public. Puis on doit être beaucoup plus nombreux et nombreuses à prendre la parole publiquement parce que les choses vont très mal et les choses sont en train de s'empirer aussi. Donc, c'est un petit peu ma vision ici d'une responsabilité partagée sur ce qui se passe. Oui, tout à fait. Puis cette responsabilité-là aussi, c'est un bel outil qu'on a d'avoir le langage entre nos mains. Tu sais, c'est qu'il y a quelque chose de très, très vivant. Puis on est à l'époque, paradoxalement, où est-ce que on peut plus rien dire alors on entend des énormités épouvantables et tout ça. Et moi, ce que je trouve absolument, en tout cas le privilège que je trouve que j'ai en tant qu'écrivaine et qu'en tant qu'enseignante aussi, c'est d'être capable d'être là avec les mots puis de dire, bien, c'est pas grave. C'est-à-dire, ce mot-là, là, c'est pas la fin du monde, tu sais. Et des réalités, quelles qu'elles soient, tu vois, par exemple, oh, c'est woke. Bon, écoute, là, as-tu réfléchi à ce mot-là et qu'est-ce qui te dérange dans ce mot-là? Visiblement, il y a, tu sais, je veux dire, moi, justement, là, j'ai eu une discussion très pénible avec une amie d'enfance, tu sais, qu'elle est woke. Et là, t'as l'impression que c'est la grosse Bertha, là, le woke, là, tu sais, puis là, je te demande, qu'est-ce qu'il y a dans le mot, là? Qu'est-ce qu'il y a qui te dérange? Puis c'est quoi? Puis tout ça. Puis là, après ça, mettons, c'est, bon, toutes les étiquettes et puis tout ça, tu sais, puis c'est hallucinant. Puis nous, on a le privilège à ce moment-là de pouvoir faire parfois la pédagogie et la quête du sens dans le mot. Hein. C'est ça un écrivain, dans le fond. Le principe de l'essai littéraire, c'est on ne sait pas toujours où est-ce qu'on s'en va quand on commence le livre et c'est le langage. On a une idée générale, mais c'est le langage, en creusant le langage, ça nous ouvre des réalités et ah oui, je n'avais pas pensé à ça et des recherches et des choses comme ça. Et je trouve que c'est à ce moment-là, donc quand tu parlais de responsabilité, bien parfois c'est de juste lever la main et dire ça, c'est un des sens qu'on donne aux mots, mais ce n'est pas le seul sens. On a la chance d'être dans une langue en plus un seul mot, parfois le Robert nous donne une dizaine de définitions. Alors, on peut-tu se calmer et simplement discuter de ce qu'on aimerait comme type de société plutôt que de ce que l'autre est en train de soi-disant nous imposer et nous limiter. Hein, c'est ça aussi, beaucoup, on a peur d'être limité aujourd'hui, là, alors que bizarrement, on n'est pas toujours limité. Alors, voilà. Il y a quelque chose par rapport à la limite. On a aussi l'impression que comme peut-être citoyens, citoyennes du quotidien, on a aussi peu de pouvoir d'action, mais vous montrez clairement que non, finalement, c'est collectivement qu'il faut penser notre force, c'est collectivement qu'il faut penser le soin aussi, le soin de nos territoires, de notre terre, de nous-mêmes aussi, de l'autre, hein, c'est très, très important. Tu l'as mentionné, Marie-Ève, avec tout ce qui est arrivé autour de Kim Thuy, qui en fait, moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Kim Thuy, et s'il y a une personne qui aime le Québec, c'est elle. Oui, Donc, oui. C'est pour ça que ça m'a fait tellement de peine. Mais c'est un peu cette polarisation des discours aussi. On n'est plus dans une époque où la nuance est permise. On n'est plus dans une époque où on dirait que le dialogue se fait. Avant de vous poser la prochaine question, j'aimerais lire encore Jean Désy, si cela vous convient. Parce que je trouve qu'il nous rappelle, en fait, l'importance de juste s'arrêter un moment et de réfléchir à ce qui nous entoure. Alors, quand rien ne va, bien là, ça, c'est moi qui viens d'ajouter ça, je lis. Quelle force nous extirpera de nos marées noires? Quel doux titan viendra à la rescousse pour nous dépêtrer de nos agonies sous les glaciers de tous les nords réunis? Sommes-nous confrontés à l'inéluctable, à la déchéance la plus macabre, ou pouvons-nous espérer qu'en combattant, en aimant comme jamais, nous sauverons notre au-delà? À moins que ce soit deux oies noires, deux anges issus de l'Arctique qui viennent nous enseigner l'art d'être en ne détruisant pas.
J'avais envie de vous poser peut-être la question, parce que je vois le temps filer et j'aimerais voir si le public aussi a des questions. Mais sur la question environnementale, que vous abordez quand même assez de front, de manière différente quand même, mais dans Santerre et dans le capital algorithmique, et j'ai hâte de lire aussi le fascisme tranquille. Oui. Mais la question de l'environnement et en fait la destruction de celui-ci, ou du moins le contrôle aussi qui n'est pas le nôtre, est-ce que vous y voyez aussi une manière de prendre soin de la terre, évidemment par le soin de l'environnement, ce qui est un peu un pléonasme en tant que tel, on peut. Mais oui. Oui, bien, en fait, moi, de mon côté, une des critiques que j'ai à l'endroit d'un certain courant au sein du mouvement environnementaliste ou de la pensée économique des gouvernements, c'est de croire qu'on veut régler la question environnementale par des solutions technologiques avant tout. Je pense que la technologie peut et va avoir un rôle à jouer dans la transition énergétique, écologique, ou ainsi de suite. On a besoin de plus d'énergie renouvelable. On en a au Québec avec Hydro-Québec. Mais au lieu de dire on va construire 5, 6, 10 nouveaux barrages hydroélectriques, détruire les écosystèmes, confisquer les terres des peuples autochtones qui habitent là, uniquement pour produire plus d'énergie, toujours plus, pourquoi? Pour alimenter des data centers, des centres de données qui vont faire exploser la consommation d'énergie à l'échelle mondiale, et c'est déjà en train d'arriver. Est-ce qu'on pourrait dire, mais il ne faudrait pas faire une transition, mais pour consommer moins d'énergie, mais vivre mieux aussi? Donc, ça implique de repenser l'organisation des villes, des territoires, peut-être développer des infrastructures de transport collectif, notamment interurbain, mettre des rails, ramener les tramways, les chemins de fer, vieille technologie du 19e siècle, mais en avoir plein encore. Et ça va impliquer, en fait, de voir que la question environnementale, c'est un problème d'organisation de la société, de notre système économique comme tel, et qu'il n'y aura pas de croissance infinie dans un monde fini. Donc ça, c'est un des idées à la base de la pensée de la décroissance, mais qui ne doit pas juste être vu comme un moins, comme une forme de sacrifice, de renoncement, de baisse du niveau de vie. Dire on va devoir se rationner, on va retourner à l'âge de pierre, on va vivre avec un niveau de vie extrêmement limité, on doit se priver de tel type de biens, tel type de luxe. Il y a l'idée, je pense, qu'on doit ramener autour de ça qui est extrêmement essentiel, c'est de ramener une certaine idée de la vie bonne, en fait, de parler de la qualité de vie qu'on gagne. Si on travaille moins, qu'on a une sécurité d'emploi et des systèmes de répartition de la richesse qui sont mieux organisés, on gagne du temps libre. Et le temps libre, c'est la vraie richesse. C'est le temps qu'on a pour faire les projets qu'on a envie de faire. Et si on a des pratiques de mise en commun de certains biens, pas de tout, mais on est capable de partager davantage entre nous, c'est une forme d'abondance qui fait qu'on peut créer. Je pense que la décroissance, on pourrait dire, qui est un mot qui fait parfois peur, c'est comme si c'était quelque chose d'extrémiste, radical, malgré le fait que dans les dernières années, la décroissance, c'est un terme maintenant qui est beaucoup plus accepté dans la société, même des entreprises s'en réclament. On peut penser à l'idée de vie bonne, qualité de vie, de temps libre, de prospérité, de convivialité, d'abondance, en fait, par le luxe public, les communs comme tel. On n'a pas besoin d'avoir chacun sa piscine hors terre chez soi. Moi, en fait, j'ai grandi à Laval, donc typiquement zone de banlieue avec un grand espace en avant, en arrière, la piscine. Mais maintenant, j'habite à Hull et la piscine publique, c'est vraiment extraordinaire cette infrastructure-là. Des bibliothèques, en fait, c'est un luxe en fait qu'on a comme société. Il faut prendre soin de ces lieux-là. Donc, de ramener ce genre d'imaginaire-là pour la question écologique, ça permet de moins consommer, mais pas de se priver, puis de revenir à une certaine idée de c'est quoi une vie bonne qui vaut la peine d'être vécue. C'est une question qui est essentielle pour penser le monde dans lequel on veut vivre et habiter. Oui, puis c'est pas vrai hein, qu'on n'y peut rien. C'est pas vrai parce que je pense, par exemple, avec ce qui s'est passé avec la loi sur les forêts là, que la CAQ voulait passer, ça a commencé par les Autochtones, ça a été aussi après avec les acériculteurs pour l'eau d'érable et compagnie qui ont barré des routes et finalement, la loi est tombée. Hein? À force de désobéissance civile. Alors, c'est pas vrai qu'à un moment donné, on peut pas mettre le pied par terre. Et puis, pour moi, bien, la question du pétrole, la question de l'oléoduc dont il est question dans mon roman, le pétrole, c'est l'image parfaite du problème de croissance, de l'idée de croissance. Hein? C'est-à-dire cette idée d'aller toujours d'exploiter encore davantage, alors que, je veux dire,
c'est un consumérisme épouvantable. Là. Ce que je trouve drôle, puis ce à quoi il va falloir être vigilant, ce face à quoi il va falloir être vigilant dans les prochaines années, c'est vraiment de plus en plus dans le langage néolibéral combien le public, c'est-à-dire le système public, qu'il soit municipal ou provincial ou fédéral, est l'ennemi. Pour les dirigeants, ce qui est assez paradoxal. Ils sont à la tête du système public, mais c'est l'ennemi, ça ne marche pas, c'est pas correct, et puis tout ça. Et je pense qu'avec la crise climatique, ça a déjà commencé. Moi, j'habite en ville, dans le centre-ville à Québec. Quand il y a des canicules, j'avais pas de chalet, moi, cet été. Alors, pendant la canicule, je suis à la bibliothèque publique avec j'avais un super de Lazy Boy que je croyais pas que ça puisse exister dans une bibliothèque publique. J'avais de l'air climatisé. Et dans l'après-midi, je suis allée à la piscine publique et j'ai été millionnaire là, dans ma journée. Tu sais. Alors, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, Jonathan. Tu sais, c'est tout replacer les cadres. Et bien sûr, c'est des modèles. Puis je reviens à ce qu'on se disait par rapport à l'utopie. Alors là, en ce moment, tu sais, c'est-à-dire que je pense qu'au contraire, justement parce qu'on a du pouvoir en tant que citoyen, il y a certains idéologues de droite, qu'ils soient dans les journaux de droite ou dans la politique de droite, c'est la même affaire souvent, ils se promènent d'un milieu à l'autre, tentent de nous faire croire que c'est irréalisable, qu'on n'y peut rien et qu'on en demande trop. Et je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense sur cette question-là en disant non, c'est pas ça et c'est pas les choix qu'on veut et c'est possible, cette utopie-là est réalisable. Oui, c'est ça. Marie-Ève, tu mentionnais la question de la loi 87 qui est tombée, mise en rencard pour le moment, et qui tombera définitivement, on le souhaite. Mais ça a mis en lumière, en fait, cette solidarité-là entre les gardiens du territoire, les peuples autochtones, et aussi le Québec en entier, qui finalement collaborait pour amener des dons aussi en territoire atikamekw notamment, pour supporter les gardiens du territoire qui faisaient des blocages. Oui. Il y a toute cette idée-là. Oui, puis c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Je lisais dans le journal cette semaine que là, il y a un recours collectif qui est autorisé contre Glencore en Abitibi et le gouvernement qui n'a pas protégé les citoyens de Glencore. Et you make my day. Tu sais, je veux dire, écoute, là, c'était son devoir au gouvernement que Glencore, lui, il pollue et puis qu'il soit dans le consumérisme. Ça fait partie de la game. On s'attend de ça, du personnage. Mais que l'État nous dise d'être raisonnable alors qu'il est criminel, bien ça m'a fait plaisir quand j'ai vu, tu sais, tu sais. Voilà. Il n'y a pas de souci, mais en fait, comment prendre soin de la terre, c'est aussi de nommer les responsables aussi de cette destruction-là, parce que souvent, on le voit dans Santerre, ça passe sous plusieurs couches, et au final, est-ce que ces gens-là sont impuissables ou non? Malheureusement, trop peu souvent, oui. Là, on arrive déjà à la fin de la discussion, si je vois bien l'heure, il est 53. Je vais me tourner vers le public qui est en présence, Jonathan, mais que tu vois, en fait, tu es placé juste devant l'écran. Et je voulais voir si vous aviez peut-être des questions, des commentaires, des réflexions pour nous inviter. Oui. Il va y avoir un micro qui se promène pour que... J'aime beaucoup la question de l'utopie que vous avez soulevée, parce que pour moi, c'est un peu ça aussi, la littérature, évidemment, c'est de créer des mondes imaginaires, mais c'est de les imaginer, puis comment l'imagination fait qu'un jour, ça peut devenir réel quand il est question, par exemple, d'imaginer un territoire. Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, on se sent un peu impuissant du fait qu'il faudrait faire quelque chose, mais quoi? Puis ce quelque chose, c'est toujours ou être contre l'autre, ou ne pas faire ci, ou ne pas consommer, ou ne pas ou consommer moins, ou ne plus avoir de char, ou whatever. Mais que dans l'utopie, on peut imaginer un monde, on est dans du positif, on est dans quelque chose qui nous grandit plutôt qui nous fasse nous sentir plus petits. Puis je voulais juste appuyer ça parce que pour moi, c'est beaucoup ça, la littérature aussi. C'est quelque chose qui nous fait grandir puis imaginer que c'est possible. Alors voilà. Tout à fait. Je ne sais pas si, Jonathan, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ou... Bien, très brièvement, oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est presque inévitable qu'on va devoir continuer de résister, s'opposer à certains trucs, mais ça ne peut pas être le sens de la vie faire ça. Il faut être capable de vivre mieux, vivre autrement, puis le sens du possible. Dans un des textes que j'ai publié, il faudrait que je retrouve, j'avais l'idée en fait qu'à notre époque, ce qu'il nous faut, c'est une éthique du possible, donc de
croire, de penser, de faire, de telle sorte que le monde puisse être possible et de voir que les possibilités de bifurcation, de faire autrement, soit proche de nous, puis qu'on soit capable de garder ce sens-là du possible. Donc, ça touche la question de l'utopie, ça touche la question de la littérature, de l'imagination, mais qui ne doit pas rester une utopie passive, sous forme de rêve, mais d'un rêve qui tente de se réaliser dans le monde dans lequel on vit aussi. Donc, une tentative de faire vivre cette utopie-là aussi. Donc, c'est ce que je... Oui, puis la grande victoire des grands de ce monde en ce moment, c'est d'avoir réussi à nous faire croire, nous, dans la population, et à nous élever les uns contre les autres. En fait, ça, c'est leur grande victoire actuelle, là. C'est-à-dire que plutôt que d'unir nos forces contre des éléments capitalistes, industriels, délétères, tu sais, puis là, je veux dire, j'ai l'air crinqué, mais pour moi, envoyer de l'arsenic dans l'air, il me semble que ce n'est pas une opinion, que c'est délétère, là. Alors, et plutôt que de s'unir par rapport, ils nous désunissent. Tu es à droite, tu es à gauche, tu es blanc, tu es noir, tu es ci, tu es ça, tu es queer, tu n'es pas queer. Et là, on est tous là à se taper sa gueule pendant que les grands, eux, sont au banquet, tu sais. Et je pense qu'à un moment donné, prendre soin de la terre, à un moment donné, ça va être prendre soin de nous, là. Tu sais, puis d'accepter. Puis je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que moi, pendant longtemps, la personne qui était vis-à-vis moi, elle avait tort. Tu sais, j'étais un peu dans l'arrogance de la jeunesse, je pense. Là, je viens d'arriver dans... En tout cas, je me suis un peu plus calmée. Et non, mais c'est vrai, puis je me souviens, ma grand-mère, elle me disait tout le temps, tu vas finir par te calmer. Mais dans le fond, tu sais, avoir une curiosité sincère à l'égard de l'autre qui ne pense pas comme toi, tout à fait. Puis je pense que ça va être important pour revenir, prendre soin de la terre, redevenir une collectivité. Oui. Tu sais, cultiver notre jardin, tu sais. Merci, je regarde... Oui, il y a un micro qui... Ah, voilà, le micro s'en vient. On a une question. Oui, merci tout d'abord. C'était vraiment intéressant. Je suis arrivée ici, je ne savais pas qu'il y avait ça. Fait que je me compte vraiment chanceuse. Je voulais rebondir un peu là-dessus, dans le sens que pour moi, la littérature, puis prendre soin de la Terre et de nous comme habitants de la Terre, je trouve que la littérature, grâce aux traductions et autres, permet, dans un monde où est-ce que les frontières, en ce moment, se dessinent de plus en plus et se ferment de plus en plus, c'est un peu une façon de se rejoindre. Et puis, comme on lit, comme il disait Jonathan, la littérature africaine, la littérature sud-américaine, et puis tout d'un coup, on découvre qu'on est en fait tous pareils. Puis je pense que la littérature, comme l'art, les œuvres d'art et tout, le théâtre, etc., permet en fait de nous rappeler ça. Donc voilà. Tout à fait. Merci. Oui, puis c'est drôle parce que quand tu dis qu'on n'est pas si éloigné que ça, là, je viens de commencer à lire Ressources naturelles de Christiane Vadnais, qui est un roman où est-ce que, comme une espèce de dystopie, en fait, écologiste, où est-ce qu'il y a un trou dans le Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent. Puis parallèlement à ça, vient de sortir un livre d'une Française, Wendy Delorme, qui s'est sorti la semaine dernière. Bien, elle, c'est le fleuve, le Rhône, avec ses affluents, qui décide d'avoir une vie et de répondre à l'homme, tu sais. Et les deux filles ne se sont jamais rencontrées, je suis pas mal sûre. Et ils réagissent en même temps, à des kilomètres, et de la même façon, en donnant la voix au cours d'eau qui décide d'avoir une prise sur le destin du monde. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant, là. Merci. Est-ce qu'on aurait peut-être le temps pour un dernier commentaire, une dernière question? Sinon, je peux finir avec une lecture de cette fois-ci, un extrait de Sans Terre. En fait, je trouve ça merveilleux. J'ai fermé le livre et j'ai fait... Moi, je veux terminer la discussion avec cette citation. On est à la toute fin du roman, en fait, et là, le personnage de chef est en train de trier sa bibliothèque avec Nathalie, son ancienne conjointe. Et là, c'est le temps de donner des livres ou pas. Il les veut pas, mais finalement, il va dire qu'il les veut. Je me suis assis sur le vieux pouf en cuir et promené mes doigts sur le rayon du bas. Si tu y tiens tant que ça, laisse-moi les recueils de poésie. Et, me tournant vers le fleuve, j'ai besoin de croire à la bonté de l'homme et à l'avenir du monde. J'écrivais ça en 2016.
Je pense que c'est encore d'actualité. Ben, en fait, ce sera toujours d'actualité, peu importe l'année où on écrit ça. Mais je voulais vous remercier, en fait, de nous rappeler que prendre soin de la Terre, c'est une lutte à la fois collective, individuelle, mais aussi c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. Tenter le plus que possible de dépolariser les discours, peut-être, où finalement, il y a un dialogue à avoir. Et je pense que les solidarités qu'on peut construire entre nous, même avec des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé, je pense qu'elle est peut-être là la voie. J'ai beaucoup aimé ton expression, Jonathan, l'éthique du possible, si je me trompe. Une éthique du possible, c'est de continuer à penser que c'est pas la fin et qu'on va pas tous mourir demain, ce qui serait une bonne chose. Ouais. Mais voilà. Mais je sais pas si vous aviez peut-être un dernier mot, les deux. Ben moi, je suis ravie même de t'avoir rencontré, Jonathan, ne serait-ce que virtuellement, mais c'est partie remise. Mais j'attends déjà, tu vois, quand on parlait de la convergence des textes, là, j'attends déjà ton essai. C'est la semaine prochaine, quoi, qui sort, Le fascisme tranquille. Dans 2-3 semaines, la fin octobre, oui. Alors, parce que c'est vraiment, quand je l'ai vu apparaître, j'ai dit, ah, du bonbon. J'ai très hâte de te lire. Oui, carrément. Merci beaucoup. Donc, pour la suite, en fait, mais sans vous décourager, c'est un livre qui est un peu sombre aussi parce que je l'ai fait pour moi-même canaliser ma propre anxiété avec tout ce qui se passe à travers le monde. J'ai commencé à l'écrire avant le retour de Trump aux États-Unis, avec tous les discours hostiles à l'immigration qu'on entend au Québec, Canada notamment, puis voir comment on peut agir. Mais vers la fin du livre, il propose des pistes aussi. Donc, même dans une situation qui apparaît sombre, que ce soit pour la question écologique, la question démocratique ou autre, je pense qu'il faut garder ce sens-là qu'on peut bifurquer, il faut avoir des pistes. Et je pense que la conversation qu'on vient d'avoir aujourd'hui, je suis heureux de vous avoir rencontré. Marie-Ève, on vient d'avoir la chance de se rencontrer sans personne. J'ai lu quelque chose que tu as écrit, mais je n'avais pas encore plongé dans ton œuvre, donc ça m'a beaucoup envie de découvrir ça. Mais je pense que l'important, c'est de tisser des liens comme on le fait là, puis de continuer à le faire. Parce que le premier ami des courants autoritaires, c'est de nous diviser, atomiser entre nous, nous créer des chicanes, comme ça a été bien dit. Puis là, il faut se relier. Donc, je finirai avec ça. Il faut se relier avec les milieux dans lesquels on habite. Il faut se relier les uns aux autres. Puis essayer de créer de la force pour essayer de renverser les choses pour que ça aille mieux pour la suite. Donc, oui, puis ne jamais oublier que la Renaissance italienne et française est née en pleine guerre de religion. Hein? Alors, juste garder cet espoir-là au cœur. Ouais. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence et merci Jonathan pour la participation. Merci. J'aurais bien aimé être là avec vous, mais c'est que partie remise. Ben merci, Jonathan. Bye bye.